Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Mettre ça là. Bonjour, bonjour. Hop, j'ai mis la conversation aussi. Alors, que je m'organise un peu. Vous êtes combien? Vous êtes 5 pour l'instant. Mettre en plein écran. OK. Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Fin de l'exo 1. Alors, si je reviens... OK. On est passé super vite. Ah, c'était quoi la fin? C'était ça? Je ne comprends pas la dérivée seconde. Alors, il faut que je me souvienne. Euh, le petit d, voilà, on y est. OK. Alors, qu'est-ce que vous comprenez pas? La dérivée seconde de r. OK. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc, on a l'accélération, donc on cherche à calculer l'accélération. Donc, on a l'expression générale de l'accélération en coordonnées. Ah, vous auriez tendance à mettre un cos. Où ça? Alors, ici. Donc, on a R égale A cosinus θ plus B, R point égale. Donc, on dérive cosinus θ. Comme θ est égal à oméga t, il sort un moins oméga, et comme on dérive cosinus θ, ça fait moins sinus θ. Vous avez tout à fait raison, ici, ce n'est pas un sinus, mais bien un cosinus. Ici, là, ça. Effectivement, ici, quand on dérive une... c'est pas là? Si, oui, enfin, c'est là. C'est là, pardon. Euh... J'efface ça. S'il veut bien. Hop. Effectivement, quand on dérive une deuxième fois R, donc on fait la dérivée de sinus θ. Donc on va avoir la dérivée de θ qui fait sortir un oméga, et on fait la dérivée de sinus qui fait un cosinus, effectivement. Donc ici, on a un cosinus. On a un A oméga 2 cosinus pour R2, et donc c'est bien ici. Vous avez tout à fait raison. Que là, c'est bien aussi. Donc ici, hein, c'est R point point, c'est ce terme-là qui est ici, et que donc ici, on devrait avoir aussi un cosinus. OK. Et donc, du coup, ici, c'est ça, hein. Il y a une factorisation qui doit être possible là. C'est-à-dire que ici, ça serait un cosinus.
Par contre, ce que je comprends pas, pourquoi j'ai un oméga 2 là? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a R point point, donc qui vaut moins oméga 2 cosinus θ, c'est ce terme-là, moins R θ point carré, c'est oméga 2, R c'est A cosinus θ plus B, c'est ça? Donc quand on a le oméga ici, d'accord. Donc en fait ici, ici on va avoir en fait 2, donc on n'a pas de cosinus, on n'a pas de sinus ici et on va avoir un facteur 2. Donc on va avoir 2A oméga 2 cosinus θ, moins 2A oméga 2 cosinus θ. Et pourquoi j'ai un signe moins qui disparaît? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de parenthèse, c'est moins 2A oméga 2 cosinus θ plus B oméga 2. Ok, vous avez tout à fait raison. Merci Marine. Ok, du coup j'essaierai de voir pour le corriger sur... Bon, bien sûr, sur les dimensions, hein, ça ne changeait pas. Ok. Alors, donc dans l'exercice 2, donc on étudie un point matériel avec des équations paramétriques. On avait donc déterminé l'équation de la trajectoire, on avait calculé le vecteur vitesse à norme, montré que l'accélération était constante. Et ensuite, donc, on était passé dans la base de Freinet. Donc, j'avais fait un petit rappel sur cette base de Freinet. Donc, en rappelant que, en fait, on définissait une abscisse curviligne à partir d'une origine, oméga, sur la courbe. Donc, l'abscisse curviligne, hein, c'est la longueur du segment, oméga m, si on se trouve en un point m. Et puis, à partir de là, eh bien, on peut trouver la vitesse. La vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc, ici, au point M, hein, on est avec une vitesse tangente. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais la vitesse donc, serait comme ça. Et cette vitesse, donc, c'est simplement la dérivée de cette abscisse curviligne, donc S point, fois T, le vecteur tangent. Donc, le module de la vitesse, c'est simplement S point. Et puis, à partir de là, eh bien, on peut déterminer une accélération. Cette accélération, c'est la dérivée de la vitesse, elle va avoir deux coordonnées. Une coordonnée tangente, une coordonnée normale. Et donc, en dérivant la vitesse, on peut montrer que eh bien, on va avoir en fait une accélération qui va être la somme d'une accélération normale et d'une accélération tangente, avec une accélération normale qui vaut S point carré, donc c'est-à-dire le module au carré de la vitesse, divisé par R, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure, et puis une accélération tangente qui est simplement la dérivée du module de la vitesse, selon la tangente. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait déterminé donc justement, donc on avait déterminé le module de la vitesse, et puis à partir du module de la vitesse, on avait déterminé la dérivée de S point, donc S point point, et ça nous avait permis de déterminer justement cette accélération tangente, qui est donc S point point fois le vecteur tangent. Donc on avait cette expression que j'avais développée.
Et à partir de là, eh bien, on avait pu déterminer le module du vecteur normal, de l'accélération normale, en disant que, ben, ce qu'on avait calculé à la question précédente, c'était que le module de l'accélération était constant. Comme ici, on vient de calculer l'accélération tangente, donc on a le module de l'accélération tangente qui est connu aussi, qu'on peut élever au carré. Et donc, on va avoir que le module carré de l'accélération, donc c'est le module carré de l'accélération normale plus le module carré de l'accélération tangente. Et donc, le module carré de l'accélération normale, ça va être le module de l'accélération moins, pardon, le module de l'accélération au carré moins le module de l'accélération tangente au carré. Donc, ces deux termes-là sont connus, hein. Le premier, c'est une constante au carré, 8 au carré, moins le deuxième, ben, qu'on a calculé au-dessus en faisant la dérivée du module de la vitesse, qu'on élève au carré. Et puis donc, si on développe tout ça et qu'on refactorise, eh bien, on trouve un module ici de l'accélération normale qui a cette forme-là. Donc, on a ici le module de l'accélération tangent, le module de l'accélération normale, et le module de l'accélération qui est une constante. OK. À partir de là, donc on demandait de déterminer le rayon de courbure. Je ne me souviens plus exactement où on s'était arrêté, hein, c'est pour ça que je repasse dessus. Donc le rayon de courbure, eh bien, on sait que l'accélération normale, ça va être le module de la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. On connaît le module de la vitesse, on connaît le module de l'accélération normale, et donc on va pouvoir en déduire le rayon de courbure qui va être simplement donc, le module de la vitesse au carré divisé par cette accélération normale. OK, donc si on fait ce calcul, on trouve une valeur du rayon normal. OK, donc on avait fini en fait cet exercice 2. Ce que je me suis en train de me rendre compte, c'est qu'on avait commencé l'exercice 3. Exercice 3 où on avait donc une spirale d'Archimède qu'on étudie donc dans un plan OXY avec une vitesse angulaire constante oméga. Et on a l'équation de la trajectoire qui est en fonction de θ, alpha fois θ. C'est-à-dire que R augmente en même temps que l'angle θ augmente. Ce qui va bien nous faire une spirale. Donc on demandait les équations paramétriques de la trajectoire en choisissant une origine des temps quand le mobile est à l'origine. Donc on a une vitesse angulaire constante. Donc la vitesse angulaire, hein, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. C'est une constante, donc du coup on peut trouver θ en fonction du temps, hein, ça va être quelque chose de la forme ωt plus constante. Et on va choisir l'origine à t égale 0, on a r égale 0. C'est-à-dire, donc on écrit ça, hein, R de θ de t égale 0 égale à 0. Ça veut dire alpha de θ de t égale à 0 égale à 0, c'est-à-dire θ de t égale à 0 égale à 0. Et donc si on remplace ici dans cette expression-là, en remplaçant t par 0, eh bien on voit que la constante va être égale à 0 et que donc simplement on a oméga t, enfin θ de t égale oméga t. Et on peut réécrire R de t sous la forme alpha fois θ de t, c'est-à-dire alpha oméga t. OK, on avait dû aller encore un petit peu plus loin. Donc ensuite, on demandait l'expression générale des vecteurs de base UR, Uθ par rapport au temps. Bah, alors ça, on l'avait déjà fait. Hein, je vous renvoie à l'exercice 1. On a UR point qui est égal à θ point Uθ.
Donc ici, θ point, c'est oméga. Donc c'est oméga uθ. Et puis on a uθ point qui est moins θ point UR. Et donc ici, ça serait moins oméga UR. Ensuite, on avait le vecteur position, donc qui est alpha oméga t UR. Et on peut en déduire le vecteur vitesse et accélération en dérivant ce vecteur position. Donc on va avoir ici du coup deux termes pour le vecteur vitesse, puisqu'on va dériver ici alpha oméga t pour avoir un terme selon UR qui va être alpha oméga. Et puis ensuite, on a alpha oméga t fois la dérivée de UR. UR point. UR point, on l'a ici, c'est θ point uθ, c'est-à-dire oméga uθ. Donc il suffit de remplacer ici, et on va avoir un alpha oméga 2 t uθ. Donc on a alpha oméga UR plus alpha oméga 2 t uθ. On peut mettre alpha oméga en facteur, fait alpha oméga facteur de UR plus oméga t uθ. Et puis à partir de là, on peut déterminer l'accélération en dérivant de nouveau ce vecteur vitesse. Donc ici, il va falloir dériver ici chacun des termes. Alors le alpha oméga, il est en facteur, hein, donc on peut le garder en facteur. On a juste à dériver UR, la dérivée de UR, on vient de le voir, c'est oméga uθ. Et puis ici, on va dériver oméga t uθ. Donc on a un premier terme qui est la dérivée de oméga t, c'est-à-dire oméga fois uθ, ce terme-là. Et puis ensuite, oméga t fois la dérivée de uθ. Dérivée de uθ, c'est moins oméga UR. Donc on va remplacer ça dans l'expression et finalement on trouve alpha oméga facteur de oméga uθ plus oméga uθ moins oméga 2 t UR. Et donc si on met, ici on va pouvoir remettre un oméga en facteur. Ici on a 2 oméga uθ moins oméga 2 t UR. Donc si on met 1 oméga en facteur, on a A qui va être égal à alpha oméga 2 moins oméga t UR plus 2 uθ. OK. Alors ensuite, on demandait de déterminer la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps et en déduire la valeur du vecteur t, vecteur tangent. Alors, la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps, c'est rien d'autre que le module du vecteur vitesse. Hein. Comme ici, on a calculé le vecteur vitesse, hein, il a cette expression-là, eh bien, il suffit de calculer le module de ça. Donc, on a un alpha oméga en facteur, et puis ensuite, on va avoir, selon UR, on a 1, donc on va avoir 1 au carré, plus, selon uθ, on a oméga t, donc plus oméga t carré, et on prend la racine carrée. Donc, on a simplement alpha oméga racine carrée de 1 plus oméga t. Et donc, de là, eh bien, on va pouvoir déterminer quel est ce vecteur t dans la base UR uθ. Puisque la vitesse est tangente, donc elle est selon ce vecteur t, elle a comme module s point. Donc finalement, le vecteur tangent, ça va être le vecteur vitesse divisé par le module du vecteur vitesse. Hein, c'est ce qu'on écrit ici. Le vecteur vitesse, on l'a écrit ici, hein, c'est alpha oméga facteur de UR plus oméga t uθ, qu'on va diviser par le module qu'on vient de calculer, alpha oméga racine de 1 plus oméga 2 oméga t au carré. Hein, donc on a simplement pour t cette expression 1 sur racine de 1 plus oméga t au carré facteur de UR plus oméga t uθ. On peut vérifier qu'on a bien ici un module de t qui est égal à 1. Hein. Si vous recalculez le module de ça, vous allez forcément trouver 1. D'accord? On a bien un vecteur unitaire. OK. Alors, on demandait ensuite donc les composantes normales et tangentielles de l'accélération. OK. Alors,
la composante tangentielle, donc on peut la trouver assez facilement, puisque cette composante tangentielle, donc c'est la dérivée du module de la vitesse fois le vecteur tangent. Donc la dérivée du module de la vitesse, hein, pour l'obtenir, il faut prendre le module de la vitesse et puis dériver par rapport au temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un point ici. Donc il faut dériver cette expression-là par rapport au temps. Donc ici, on a la dérivée d'une fonction qui a une constante ici, alpha oméga. Donc ça, on va la retrouver. Et puis on a ici une fonction racine de u, en fait, où u est égal à 1 plus oméga t carré. Donc, quand on a une fonction u puissance 1,5, racine de u, c'est u puissance 1,5, qu'on dérive, eh bien, on va avoir simplement 1,5 de u' sur u puissance, enfin, sur racine de u, en fait. Puisque ça va être fois u puissance 1,5 moins 1, c'est-à-dire moins 1,5. OK, donc qu'est-ce qu'il nous faut ici? Donc ici, on va avoir un facteur 1,5 qui vient de cette dérivée-là. Le facteur alpha qui est le facteur qui est une constante, donc c'est en facteur. Et puis ici, il nous faut dériver u'. Alors, u, c'est 1 plus oméga t carré. Quand on dérive cette fonction-là, donc on a une constante, plus oméga 2 t2, donc ça fait 2 oméga 2 t, la dérivée. Donc ça, c'est u'. Et puis divisé par la racine carrée de u, c'est-à-dire racine carrée de 1 plus oméga 2, oméga t au carré. Donc au final, vous voyez que si on remultiplie ici, les deux ici vont se simplifier. Et donc on a simplement alpha oméga 3t sur racine de 1 plus oméga t, le tout au carré. OK, donc ça c'était pour le s point point, la dérivée de oméga t carré est égal, oui, tout à fait, puisque oméga t carré, c'est en fait oméga carré t carré. Oméga carré, c'est une constante. Donc si vous dérivez ça, ça va bien vous faire 2 oméga carré t. Alors, le vecteur t, on l'a déterminé à la question précédente, c'était cette expression-là. Donc, il va suffire de multiplier le s point point ici, qu'on vient de trouver, par la valeur de t ici. Donc, vous voyez qu'on va avoir pour la composante tangentielle de a, eh bien, a oméga 3t sur racine de 1 plus oméga t carré fois la valeur de t, 1 sur racine de 1 plus oméga t au carré fois UR plus oméga t Uθ. Donc, on peut simplifier un petit peu cette expression. Ici, donc, quand on multiplie les deux racines, ça va donner 1 sur 1 plus oméga t carré. En haut, il nous reste alpha oméga 3t. Donc, on a finalement cette expression-là pour a de t, et on peut calculer le module de a de t en calculant le module de cette expression-là. Et finalement, on va trouver donc de nouveau S point point. C'est peut-être pas la peine de le refaire, puisque finalement, c'est ça qui nous a servi à calculer a de t. OK. Alors ensuite, pour déterminer la composante normale, eh bien, on va utiliser toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, l'accélération, c'est la somme de deux composantes, une composante tangentielle, une composante normale. Ici, on vient de déterminer la composante tangentielle. On connaît l'accélération, on l'a déterminée précédemment. Et donc, on va pouvoir comme ça déterminer la composante normale en soustrayant de l'accélération
la composante tangentielle. OK, donc ici, on va trouver l'accélération normale. Donc on reprend ici l'accélération qui est égale à α2 moins ωt plus 2 ωt UR pardon, plus 2 Uθ, auquel on va soustraire, eh bien, la composante tangentielle qu'on vient de déterminer ici, hein. C'est cette valeur-là, voilà, qui est ici. Donc on va soustraire moins alpha oméga 3 t sur 1 plus oméga t au carré fois UR plus oméga t Uθ. Donc là, bah, il y a un petit peu de factorisation à faire. Alors en UR, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce terme-là. Moins alpha oméga 3 t sur 1 plus oméga t carré. Et puis, on a ce terme-là. Donc, vous voyez que si vous multipliez ici, vous allez retrouver un facteur alpha oméga 3t, alors même moins alpha oméga 3t. Donc, finalement, ce facteur moins alpha oméga 3t, on peut le mettre en facteur. Et donc, on a moins alpha oméga 3t, facteur de 1 plus 1 sur 1 plus oméga t au carré. Donc, ça, c'est pour la composante selon UR. Et puis, selon Uθ, ben, on peut faire la même opération. Alors, vous voyez qu'ici, donc, selon Uθ, on a une première composante qui est 2 alpha oméga carré. Et puis ici, on a une autre composante qui va être en, alors attention, alpha oméga carré t le tout au carré, autrement dit alpha oméga 4 t carré sur 1 plus oméga t carré. Donc on va pouvoir mettre en facteur alpha oméga 2, facteur de 2 oméga pour le premier, 2 alpha oméga pour le premier terme ici, et moins, ici on a un terme en fait qui est en oméga t carré fois alpha oméga 2 sur racine de 1 plus oméga t carré. Ok, à partir de là, on peut éventuellement remettre ici au même dénominateur ce qu'on a à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc ça va nous faire un 1 plus oméga t carré plus 1 sur 1 plus oméga t carré. Donc en fait, on a 2 plus oméga t carré sur 1 plus oméga t carré, le tout facteur de moins alpha oméga 3t, selon UR. Et puis ici, pareil, on va mettre au même dénominateur, donc on va multiplier par 2, donc on va avoir 2 plus 2 oméga t carré moins oméga t carré, ça va faire 2 plus oméga t carré sur 1 plus oméga t carré. Donc on va retrouver en fait ce facteur 2 plus oméga t carré sur 1 plus oméga t carré. Mais ici, il est facteur de alpha oméga 2. Donc du coup, vous voyez que UN, eh bien, on va pouvoir mettre en facteur ce facteur-là, alpha oméga 2, facteur de 2 plus oméga t carré sur 1 plus oméga t carré. Et ces facteurs de quoi? Eh bien, ces facteurs, ici, va nous rester un oméga t UR, alors un moins oméga t UR, hein, il y a un signe moins ici, moins oméga t UR, et puis ici, il ne nous reste que le vecteur Uθ, c'est-à-dire juste Uθ. Et finalement, donc, on va trouver 1 à n qui a donc cette expression-là. Alors, cette expression-là, hein, vous pouvez la comparer avec l'expression qui est ici de AT. Voilà, on a quelque chose qui est de la même forme, hein, même si c'est un petit peu différent, hein. Le terme au dénominateur ici est différent. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de symétrie, hein, entre ces deux vecteurs. On peut ici calculer le module
de AN à partir de là. Alors en fait, ce module de AN, hein, on aurait pu le trouver aussi en faisant la même opération que tout à l'heure. Hein, si on était intéressé juste au module de AN, on aurait pu écrire que A, le module de A au carré, c'est égal au module de AT au carré, plus le module de AN au carré. Donc comme ça, on aurait trouvé directement le module de AN qui aurait été égal à la racine carrée de la différence du module de A au carré moins le module de AT au carré. OK, on aurait pu utiliser ça pour trouver directement le module de AN, puisqu'on connaît A, on connaît AT, donc on connaît leur module. Donc on aurait pu déterminer directement ce module-là sans avoir à trouver l'expression vectorielle de AN. Néanmoins, cette expression vectorielle de AN, eh bien, elle va permettre de trouver notamment l'expression du vecteur normal par la suite. Des questions là-dessus? Non? C'est bon? OK. Alors, on continue. Donc la question suivante, hein, question classique, déterminer le rayon de courbure. Bon, bah, toujours pareil, hein, on va déterminer ça. Le rayon de courbure, donc il intervient dans l'expression de AN. Hein. AN, c'est donc S point carré sur le rayon de courbure fois n, le vecteur normal. Autrement dit, le module de AN, c'est simplement le module de la vitesse au carré sur le rayon de courbure. Et donc ici, donc, on va avoir le module de la vitesse au carré divisé par le module de AN. Alors, le module de la vitesse au carré, ben, le module de la vitesse, on l'a déjà déterminé. Le module de la vitesse au carré, ben, il suffit d'élever au carré cette expression-là. Et on va avoir, connaissant le module de AN qu'on vient de déterminer, eh bien directement le rayon de courbure, ici, donc qui va être, alors c'est alpha oméga carré, facteur de 1 plus oméga t carré, donc ça c'est le module de la vitesse au carré. Et puis ici, on va diviser par eh bien, l'expression qu'on avait précédemment pour AN. Je vous rappelle, hein, ici, on avait trouvé, hop, ici, on avait trouvé le module de AN, c'était alpha oméga carré fois 2 plus oméga carré sur racine de 1 plus oméga carré. OK, donc on va retrouver ça ici. Alors attention, ici, on a fait passer un des termes. Alors, ici, on a AN. Il y a quelque chose qui m'étonne là. Si on reprend AN, ah oui, AN c'est ça, c'est alpha oméga carré, 2 plus oméga carré sur racine de 1 plus oméga 2. T. Ok, donc on retrouve ça ici. Hein. Ici, on a AN, alpha oméga 2, facteur de 2 plus oméga t carré sur racine de 1 plus oméga t carré. Et puis, vous voyez que donc on a 1 plus oméga t carré qui apparaît ici en haut et ici avec la racine en bas. Donc on va faire ici, on a 1, plus on va faire remonter ça. Donc on va avoir un 1 plus oméga t carré puissance 3 demi. Et puis ici, donc on a un alpha 2 oméga 2 et on divise par alpha oméga 2. Donc les oméga 2 ici vont se simplifier. On va pouvoir simplifier aussi par un alpha, puisqu'on a un alpha carré en haut, un alpha en bas. Il va donc nous rester alpha, facteur de 1 plus oméga t carré, puissance, le tout puissance 3 demi, sur 2 plus oméga t carré. Donc voilà notre expression
du rayon de courbure. Voilà. Alors, on peut effectivement maintenant vérifier l'homogénéité, hein, c'est toujours important pour bien voir qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas, je ne sais pas, des facteurs qui n'ont pas la bonne puissance. Par exemple, ici, on a quelque chose qui est puissance 3,5. Est-ce que c'est bien homogène à un rayon de courbure ici? Un rayon de courbure, hein, c'est donc une dimension linéaire. Le rayon de courbure, ça va donc être, ça va avoir la dimension d'une longueur, hein, puisque c'est le rayon du cercle tangent au point M où l'on regarde le mobile. Donc ici, est-ce que cette expression-là, elle a bien la dimension d'une longueur? Alors comme ça, ce n'est pas forcément évident. Donc il faut aller regarder chacun des termes et voir si quand on l'élève à la bonne puissance, eh bien, on trouve bien euh, quelque chose qui est homogène à une longueur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc un temps. Donc ça, OK, un temps, ça a la dimension d'un temps. Oméga, oméga, c'est une dérivée d'un angle par rapport au temps, hein, je vous rappelle, c'est θ point. Or, un angle, ça n'a pas de dimension. Donc, la dimension de oméga, eh bien, c'est l'inverse d'un temps, hein. En termes d'unité, ça va être des radians par seconde, par exemple. En termes de dimension, c'est simplement des secondes moins 1. Donc, on voit tout de suite que en fait, la dimension du facteur oméga t ici, donc ça va être quelque chose qui multiplie un temps fois quelque chose qui est l'inverse d'un temps, hein, la pulsation ici, qu'on appelle la pulsation oméga, ou la vitesse angulaire oméga, c'est l'inverse d'un temps, et donc quand on fait le produit des deux, eh bien, on trouve quelque chose qui a une dimension de 1. OK. Donc finalement, ici, vous voyez que l'expression 1, enfin tout ce qu'il y a en oméga t, en fait, ça a une dimension de 1. Donc quand vous l'élevez à la puissance 2, bah, ça a toujours une dimension de 1. Et donc ici, tout ça, ça a une dimension de 1. 1 plus oméga t carré. Ça a une dimension de 1. Si vous l'élevez à la puissance 3,5, bah, ça a toujours une dimension de 1. Et puis de même, pour ce qu'il y a au dénominateur, ici, 2 plus oméga t, ça a une dimension de 1 au carré, ça a une dimension de 1. Donc tout ça n'a pas de dimension, enfin, ou une dimension 1. Donc au total, toute cette expression-là, en fait, elle n'a pas de dimension ou une dimension de 1. Autrement dit, ce qu'il faut vérifier, c'est si alpha, ici, c'est bien la même dimension que R, c'est-à-dire si alpha, ça a bien la dimension d'une longueur. Alors, d'où il vient le alpha? Je vous rappelle, hein, on avait R de t qui était égal à alpha oméga t. OK, mais alors du coup, alpha, donc ça va avoir la même dimension que R de t divisé par oméga t. Mais oméga t, ça a une dimension 1, c'est-à-dire ça n'a pas de dimension en fait. Donc alpha, ça a bien la même dimension que R de t. R de t, c'est quoi? C'est la distance par rapport à l'origine. Donc c'est bien une longueur. Donc alpha, c'est bien une longueur. Donc finalement, ici, effectivement, le rayon de courbure, il est proportionnel à alpha, qui est une longueur, et le reste, eh bien, c'est sans dimension. Donc on a bien une formule qui est homogène ici. Donc c'est déjà une bonne chose, hein, d'avoir une formule homogène, c'est déjà un point important. Après, ça suffit pas pour dire que c'est juste, mais au moins, si c'est homogène, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec ça. Ah non, pardon, il nous reste une dernière question qui est: comment pourrait-on déterminer l'expression du vecteur n dans la base polaire? Alors ici, on vous dit le calcul n'est pas demandé. Alors en fait, avec les développements que je vous ai faits précédemment, en fait, on a directement cette valeur de n.
Alors pourquoi? Ben, comment est-ce qu'on va déterminer la valeur de n? Ben, on va repartir en fait de cette formule-là, c'est-à-dire de AN égale S point carré sur R, le rayon de courbure, fois n. Si on connaît ici AN, qu'on divise par cette valeur, maintenant qu'on connaît S point carré et qu'on connaît R, eh bien on va pouvoir trouver n. OK, mais du coup, nous, dans les développements qu'on a fait ici, eh bien, on a déjà déterminé cette valeur de AN. Donc, on va pouvoir trouver n directement. Alors, bon, ben, on a simplement que AN, donc là, je vous ramène à la question précédente. Hein. Dans la question précédente, on a déterminé AN qui était égal à alpha oméga 2, facteur de 2 plus oméga t carré sur 1 plus oméga t carré, facteur de moins oméga t UR plus Uθ. OK, donc ça, c'est égal au module de AN sur fois n. Alors, le module de AN, on le connaît. Hein. On l'a déterminé précédemment. Comme je vous l'ai dit, on n'avait pas besoin de passer par le calcul de AN pour le déterminer. Hein. Vous pouvez le déterminer directement à partir des modules de A et des modules de AT. Mais néanmoins, nous, on a fait le développement. Du coup, ben, on va pouvoir déterminer n, qui est AN sur le module de AN. Donc, on a les deux expressions ici, AN, qu'on va diviser par le module de AN. Et puis, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de termes qui vont se simplifier ici. Vous voyez qu'ici, on a un alpha oméga 2. Hop, il s'en va. Ici, on a un 2 plus oméga t carré. Il s'en va aussi. Et puis ici, donc on va avoir un 1 plus oméga t carré sur racine de 1 plus oméga t carré. Donc il va nous rester un 1 sur racine de 1 plus oméga t carré. Et puis c'est facteur de moins oméga t UR plus Uθ. Voilà. Donc on peut comparer ça avec la valeur de t. Donc t, on l'avait déterminé, hein, c'était 1 sur racine de 1 plus oméga t carré UR plus oméga t Uθ. OK, et ce qu'on peut vérifier, en fait, c'est que ces deux vecteurs, n et t, eh bien, ils sont bien perpendiculaires. Donc, pour vérifier ça, hein, si n est perpendiculaire à t, eh bien, on va avoir le produit scalaire de n fois t qui va être égal à 0. Donc, il faut calculer le produit scalaire de n par t. Donc, on reprend l'expression de n, on reprend l'expression de t, et puis on va faire le produit des deux ici. Donc, on a ici un facteur 1 sur racine de oméga t de 1 plus oméga t carré qui va apparaître deux fois. Donc, on va avoir un facteur 1 sur 1 plus oméga t carré. Et puis ici, donc, on fait le produit de ces deux vecteurs-là. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Je vous rappelle que UR et Uθ sont perpendiculaires. Donc, les termes croisés ici en Uθ, UR vont être nuls. Et donc, il va nous rester que les termes en UR, scalaire UR, qui va faire 1, puisque UR est un vecteur normalisé à 1. C'est un vecteur unitaire. Hein. Donc, on a ici moins oméga t, UR scalaire UR, c'est-à-dire moins oméga t simplement. Hein, ça fait 1. Et puis ici, en Uθ, on a Uθ scalaire oméga t Uθ, ça va faire un plus oméga t Uθ scalaire Uθ, ça fait 1. Et donc, on a moins oméga t plus oméga t, ça va bien faire 0. Donc, on a bien deux vecteurs qui sont perpendiculaires. OK, et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a bien déterminé la bonne expression du vecteur normal, hein, puisqu'on obtient bien deux vecteurs de base, de la base de Freinet, qui sont deux vecteurs perpendiculaires.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On finit donc là sur, justement, sur cette base de Freinet et ce premier TD avec ces rappels sur les différentes bases qu'on peut utiliser, base cylindrique, base de Freinet. Et bien sûr, on peut utiliser aussi la base cartésienne, mais ça, vous savez en général beaucoup mieux la manipuler. Ce qui reste, qu'on n'a pas beaucoup étudié, c'est la base de coordonnées sphériques. Bon, ça reste une des bases qui peut être aussi très utilisée quand on a un mouvement dans l'espace qui est de type circulaire ou elliptique, ce genre de choses. Pas de questions là-dessus? Non? C'est bon? Ok, alors du coup, je vais terminer avec ça et je vais partager, tac, 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 le nouveau diaporama. Fin du diaporama, cliquez pour quitter. On va ignorer ça. Voilà, et je vais donc partager le nouveau TD. Hop. Voilà, donc jusqu'à présent, donc, ce qu'on a fait, hein, c'est surtout ce qu'on appelle de la cinématique, hein, c'est-à-dire étude plutôt mathématique des bases et de comment on exprime la vitesse, l'accélération, etc. dans les différentes bases. Donc, il n'y a pas beaucoup de physique finalement derrière. Et maintenant, donc, on va attaquer plutôt une partie dynamique en référentiel galiléen. Donc, quelque chose que vous avez déjà vu au premier semestre. Hein. Il ne va pas y avoir grand-chose de nouveau pour le moment. On va simplement réviser quelques concepts de base de cette dynamique en référentiel galiléen. Ok, alors la première chose, donc, c'est simplement de revoir quels sont les principes qui sont derrière cette dynamique qu'on va étudier. Alors, la première chose que l'on définit quand on fait une étude en référentiel galiléen, c'est justement qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen. Dans référentiel galiléen, il y a deux termes, hein, il y a référentiel et il y a galiléen. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un référentiel? Donc un référentiel, hein, c'est quelque chose auquel on va faire référence. Référence pourquoi? Référence pour trouver la position d'un objet, référence pour trouver la vitesse de cet objet, donc comment la position bouge au cours du temps, ou comment la vitesse elle-même évolue au cours du temps, hein, c'est-à-dire l'accélération, comment cette accélération peut être déterminée à partir de la variation dans le temps de la vitesse. Ok, donc on voit qu'on a besoin de deux choses finalement. On a besoin de pouvoir déterminer la position. Donc ça va se faire avec un repère dans l'espace. Et puis on a besoin de déterminer quelle est la variation dans le temps de cette position. Donc on va avoir besoin aussi d'une base de temps. Hein. On appelle ça une horloge, souvent. Et donc c'est vraiment le couplage des deux qui va définir ce qu'on appelle un référentiel. Un référentiel, ça va être donc un repère dans l'espace et un repère dans le temps. Ok, alors pour le temps, on n'a pas beaucoup de possibilités. Hein. En général, on a un seul temps, en tout cas en dynamique newtonienne. Oui, allez-y. Voilà, j'ai une question par rapport au principe. En fait, je ne comprends pas bien le principe d'inertie. D'accord. Est-ce que vous pourriez le réexpliquer? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, il y a une première formulation du principe d'inertie qui est que si vous avez un point matériel qui est isolé,
c'est-à-dire il n'y a pas de force qui agit ou les forces qui agissent sont compensées les unes par rapport aux autres, eh bien, dans un référentiel, le mouvement de ce point matériel va être rectiligne uniforme. Ok, si vous prenez un point, d'accord, un point avec ses coordonnées, que vous regardez sa variation au cours du temps de sa position, eh bien cette variation va être linéaire avec le temps. Autrement dit, la vitesse est constante. Ça, c'est s'il n'y a pas de force qui agit sur lui. S'il n'y a pas de force qui agit sur lui. Dans ce cas-là, soit la vitesse est nulle, soit la vitesse est constante. Tout à fait. Enfin, la vitesse est constante avec un mouvement rectiligne uniforme. Enfin, un mouvement rectiligne. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire constant, en fait. Hein, c'est-à-dire elle est constante aussi bien en norme qu'en direction et en sens. Hein, puisque c'est un vecteur, il ne faut pas oublier. D'accord. D'accord? Donc, Merci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Et ça va être vérifié si le référentiel est galiléen. Autrement dit, si le référentiel est fixe ou en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? C'est-à-dire que le repère par rapport auquel vous repérez finalement votre position et votre variation de position au cours du temps, lui-même doit être soit immobile, soit en vitesse rectiligne uniforme. Donc c'est ça qu'on va appeler un référentiel galiléen. Une autre manière de dire ça, donc c'est cette deuxième formulation que je donne ici, c'est qu'il va exister des mouvements, des référentiels privilégiés qui sont en mouvement rectiligne uniforme. Ces référentiels-là, on va les appeler justement des référentiels galiléens. Dans ces référentiels-là, eh bien, un point matériel sur lequel il n'y a pas de force extérieure, on dit ça comme ça, hein, de force extérieure, ou en tout cas que les forces se compensent, eh bien, le mouvement de ce point matériel est forcément rectiligne uniforme. Alors, en fait, dans la nature, il n'existe pas ce type de référentiel. Il n'existe pas dans l'univers d'endroit où aucune force ne va agir, puisque l'univers est lui-même formé de matière, et que dans cette matière, il va forcément y avoir des forces qui font interagir la matière. Donc, c'est un concept plus qu'une réalité, ces référentiels galiléens. C'est un concept un peu absolu, quoi. Mais ensuite, dans la nature, eh bien, dans certaines situations, on va pouvoir considérer que c'est comme si on était dans un référentiel galiléen. Typiquement, si vous êtes à la surface de la Terre, que vous regardez la chute d'un corps, eh bien, vous pouvez considérer que la Terre est fixe, en fait, ou en mouvement rectiligne uniforme. Et donc que c'est un référentiel galiléen. Mais si vous regardez, par exemple, les phénomènes météo, c'est-à-dire l'atmosphère qui entoure la Terre, comment cette atmosphère bouge, eh bien, à ce moment-là, l'approximation du référentiel galiléen n'est plus valide. Vous ne pouvez pas considérer que la Terre est immobile. Pourquoi? Parce que la Terre va tourner sur elle-même et que ce mouvement sur elle-même va avoir une influence sur les mouvements de l'atmosphère. C'est ça qui va créer les phénomènes de haute pression, basse pression, etc. Ça va introduire en fait une nouvelle force.
On verra ça par la suite, hein, comment on travaille dans les référentiels non galiléens. Mais... Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, merci. Oui? OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on va chercher à se mettre dans des référentiels galiléens? Parce qu'à ce moment-là, la dynamique d'un corps, l'étude de la dynamique d'un corps va devenir simple. On va pouvoir simplifier les problèmes. On va pouvoir considérer que si on prend un corps et qu'il y a des forces extérieures qui viennent agir sur ce corps, eh bien, ça va faire changer la quantité de mouvement de ce corps. Okay? C'est-à-dire que si le corps, il n'y a aucune force qui agit, il est en mouvement rectiligne uniforme, hein, donc il est à vitesse constante, ou plutôt le produit de sa masse par sa vitesse est constant. Hein, le produit de la masse par la vitesse, qu'on appelle la quantité de mouvement, cette quantité de mouvement est constante, tant qu'il n'y a pas de force qui agisse. Et quand il y a une force qui commence à agir, eh bien, ça va changer la valeur de cette quantité de mouvement. Le changement de cette quantité de mouvement, c'est exactement égal à justement la force qui agit sur le mobile. C'est ça que dit le principe fondamental de la dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est une force? Eh bien, c'est simplement un changement de quantité de mouvement. Okay, il y a une équivalence, en fait, entre la force et le changement de quantité de mouvement. Alors, ce changement de quantité de mouvement, en fait, il peut être, si vous avez une masse constante, hein, donc si vous prenez une particule ponctuelle de masse constante, eh bien, à ce moment-là, ce changement de quantité de mouvement, en fait, vous pouvez le ramener à un changement de vitesse, simplement. Hein, si la masse ne varie pas, le changement de quantité de mouvement, en fait, c'est juste le changement de la vitesse, hein, puisque la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Et donc, vous allez pouvoir dire que eh bien, ça va introduire ce qu'on appelle une accélération, c'est-à-dire un changement de vitesse. Hein, une accélération, c'est un changement de vitesse. Autrement dit, si vous avez une force qui agit, eh bien, ça va changer la vitesse de votre mobile. Et le changement de vitesse, l'accélération qui apparaît, c'est exactement égal à la force divisée par la masse. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Donc, dans les problèmes qu'on va étudier, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à étudier les forces qui agissent sur les systèmes, et de là, on va pouvoir déduire quel est le mouvement du point matériel. Ça va être toujours la même chose. Hein. On va prendre un système, on va l'analyser en termes de quelles sont les forces qui agissent sur ce système, et à partir de là, on va appliquer ce principe fondamental de la dynamique, qui est finalement très très simple, hein, qui est que eh bien, ces forces qui agissent sur le système, c'est elles qui vont gouverner les changements de position dans le temps de ce système. OK? Faire une étude de la dynamique d'un système, hein, c'est simplement ça, en fait. Donc, c'est très, très simple dans un cas d'un référentiel galiléen parce que, justement, eh bien, on a cette proportionnalité entre le changement de vitesse, donc l'accélération, et la force qui agit. Hein, on va avoir directement une proportionnalité à travers la masse du système. Ça va? OK. Alors, du coup, on va commencer le problème qui nous est posé ici, hein, donc ce qu'on appelle l'expérience de Millikan. C'est une expérience qui a un petit peu plus d'un siècle maintenant, qui
a été à l'origine de la mesure de la charge élémentaire électrique, donc la charge de l'électron en fait. Hein, l'électron, c'est la particule élémentaire qui porte la charge électrique. Et donc, c'est une méthode expérimentale qui a été développée pour justement déterminer cette charge de l'électron, pour montrer qu'effectivement, on avait bien une charge élémentaire sur les particules, et on a appelé ça, cette charge élémentaire, on l'a appelée l'électron. OK, alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle un spray. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées même encore aujourd'hui, hein, de faire ce qu'on appelle des électrosprays. Donc si vous prenez une réserve ici dans laquelle vous avez de l'huile, et puis que vous mettez une certaine pression, ici, vous allez envoyer de l'huile à travers un petit trou, et en envoyant l'huile à travers un petit trou, vous allez former des gouttelettes ici. Donc vous allez former des gouttelettes d'huile dans un espèce de réservoir ici. OK, ces gouttelettes d'huile, quand elles sortent ici du trou, en fait, elles frottent sur les bords du trou et ça va arracher des charges. Et donc, on va avoir ici des particules qui vont être chargées. Donc, on va avoir ces gouttelettes d'huile qui vont porter un certain nombre de charges. Et puis, ces gouttelettes d'huile, elles ont aussi une certaine masse. Donc, en fait, ces gouttelettes d'huile, elles vont tomber ici dû à la présence du champ gravitationnel. Elles sont attirées par la Terre qui est en dessous. Et on va récupérer celles qui passent à travers un petit trou ici entre deux plaques sur lesquelles on va pouvoir mettre une différence de potentiel pour créer un champ électrique entre ces deux plaques. Et en fait, ici, on a un condensateur, quoi. Et donc, ce qui va se passer, c'est ces gouttes, elles vont tomber ici entre les deux armatures du condensateur. Et puis, on va appliquer un champ électrique ici et regarder quelle va être l'influence de ce champ électrique. Et le champ électrique, en fait, il va introduire une force qui est ce qu'on appelle la force électrostatique. Cette force électrostatique, elle est proportionnelle à la charge de la particule. Donc, selon la charge de la particule ici qui tombe entre les gouttes, entre les armatures, on va avoir une force électrostatique qui va s'appliquer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a un microscope, et puis on va aller mesurer ici la vitesse de chute de ces gouttelettes entre les armatures de ce condensateur. OK. Alors, ça va pour le principe là, de l'expérience? OK, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'étudier la dynamique de ces gouttes d'huile. OK? Donc, pour étudier la dynamique de ces gouttes d'huile, on va aller regarder les forces qui agissent sur ces gouttes d'huile. Et puis, à partir de là, on va essayer de déterminer quel est le mouvement de ces gouttes d'huile. Et vous allez voir qu'en mettant des valeurs différentes de champ électrique, on va pouvoir remonter à la charge des gouttes d'huile. OK. Donc, à l'aide de cette méthode-là, en fait, Millikan, là, en 1906, il a montré que les charges qui étaient portées par les gouttes d'huile étaient toujours des multiples entiers de la charge élémentaire. Autrement dit, à l'aide de cette expérience-là, vous allez voir, on va développer les équations, on va trouver la charge totale de la goutte d'huile. On peut montrer que, en fait, quelle que soit la goutte d'huile que vous ayez ici, quelle que soit la taille de cette goutte d'huile, vous avez toujours un nombre entier de charges avec une charge qui est de 1,6 10-19 coulombs.
Donc un nombre entier, hein, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être, il a mesuré jusqu'à 100, je crois, ou 110 charges portées par ces gouttes d'huile. Donc ici, donc, comme je vous le disais, on va étudier ces gouttes d'huile qui sont en chute libre ici entre les armatures, avec un champ électrique qu'on va pouvoir faire varier entre ces deux armatures en mettant ici une différence de potentiel entre les deux. On va considérer que les gouttes d'huile sont sphériques. C'est vrai en une bonne approximation, hein. On peut le vérifier en les regardant au microscope, hein, on voit ces gouttes sphériques. On va considérer donc qu'elles ont une masse volumique ρ, qui est la masse volumique de l'huile, qu'on peut déterminer avec une assez bonne précision. Et on va noter Q, la charge totale portée par la goutte d'huile. OK, voilà la position du problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va faire un bilan des forces. Hein, c'est toujours comme ça. Alors, en fait, la première chose à faire, hein, quand on aborde un problème comme ça, on le reverra sur d'autres exemples, c'est de définir le référentiel. Donc ici, on va travailler dans un référentiel qu'on va supposer galiléen, lié à la Terre. Autrement dit, on va considérer que la Terre, ou le laboratoire dans lequel on se trouve, eh bien, est immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme. OK, c'est une approximation, mais néanmoins, pour les phénomènes qu'on étudie ici, c'est une très bonne approximation. On n'a pas besoin de tenir compte de la rotation de la Terre sur elle-même ou de la rotation de la Terre autour du Soleil. Ça n'a aucune influence sur ce qui va se passer dans notre laboratoire. OK, on va pouvoir négliger aussi la poussée d'Archimède. Alors, je vais revenir sur cette poussée d'Archimède, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on peut négliger la poussée d'Archimède? Eh bien, c'est parce qu'ici, on va avoir en fait des gouttes d'huile qui vont avoir une masse volumique beaucoup plus importante que l'air qu'il y a autour. Et du coup, la poussée d'Archimède va être complètement négligeable. Je vais revenir dans un instant là-dessus. Et puis, on va prendre un modèle linéaire pour la force de frottement, c'est-à-dire qu'on va considérer que la force de frottement, elle dépend directement de la vitesse, avec un certain facteur de proportionnalité qui est égal à 6 pi nu r. Ce facteur de proportionnalité, donc, ou plutôt cette approximation de la force de frottement par quelque chose qui est proportionnel à la vitesse, ça va être valable tant que la vitesse n'est pas très grande. Ici, on va avoir des gouttes d'huile qui vont tomber assez tranquillement. Donc, on va avoir des vitesses relativement faibles, hein. Donc, on va pouvoir considérer qu'effectivement, cette approximation-là est valide, qu'on a effectivement une sphère qui tombe dans un fluide. Donc, le fluide, c'est l'air, hein. Tout ça, c'est baigné dans l'air. Donc, une sphère qui tombe dans un fluide qui finalement va introduire une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse. OK. Alors, on va faire un bilan des forces. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force qui va agir ici? Alors, on se trouve dans le champ d'attraction gravitationnelle de la Terre, hein. Donc, on a une attraction gravitationnelle ici que j'ai représentée par ce champ gravitationnel G. Hein, ce champ gravitationnel, c'est dû à la masse de la Terre qui nous attire par la force d'attraction gravitationnelle. Voilà, dans le laboratoire, on peut la prendre égale à 9,8 mètres par seconde moins 2. C'est une accélération gravitationnelle. Et puis, on va avoir un champ électrique qu'on va pouvoir appliquer entre les plaques de ce condensateur.
Donc, on suppose ici que le champ électrique est dirigé ici vers le bas. Donc, qu'est-ce qui va apparaître comme force? Ben, il y a une force qui va être le poids, dû à ce champ d'attraction gravitationnelle. On va avoir la force électrique. Donc, si le champ électrique est dirigé vers le bas, que les charges sont négatives, eh bien, on va avoir une force électrique qui va être dirigée vers le haut. Et puis, on va avoir, comme on est dans l'air ici, une force de frottement qui est la force de frottement qui est indiquée ici, qui est proportionnelle à la vitesse. Et puis, normalement, on a une quatrième force qui devrait aussi agir, qui est la poussée d'Archimède. On a ici une goutte d'huile qui est dans un fluide. Alors, sauf que le fluide, ici, c'est l'air. OK. Donc, la poussée d'Archimède, je vais y revenir, on va pouvoir la négliger. OK, alors ici, donc, on a défini notre système. C'est une goutte d'huile, modélisée, ça, c'est pas très français. Modélisée, ça serait mieux. Donc, une goutte d'huile qui va être modélisée par une sphère de rayon R constituée d'huile de masse volumique et on note Q sa charge. OK, on va considérer que le rayon ici de la goutte ne varie pas. D'accord? C'est-à-dire que, notamment, la goutte ne s'évapore pas. C'est encore là une approximation. Néanmoins, si le rayon ne varie pas, si la masse volumique ne varie pas non plus, bon, on suppose que ça ne varie pas, c'est-à-dire que en fait, l'huile reste de l'huile, elle n'acquiert pas d'autres composés qui viennent se mélanger. Là, c'est encore certainement une approximation, parce qu'il y a certainement des échanges qui se font avec l'air qu'il y a autour. Néanmoins, on va faire cette approximation-là, et donc, on va pouvoir déterminer donc, les forces qui sont présentes, le poids, donc c'est le produit de la masse par l'accélération gravitationnelle. La masse, c'est 4 tiers de pi r cube fois la masse volumique, ρ, fois g, l'accélération gravitationnelle. Alors normalement, comme on est plongé ici dans un fluide, on devrait avoir une poussée d'Archimède. Cette poussée d'Archimède, donc, elle est opposée au poids. Elle est égale à la masse de fluide déplacée. Donc ici, ça serait 4 tiers de pi r cube fois la densité de l'air, fois l'accélération gravitationnelle. Néanmoins, si vous comparez cette poussée d'Archimède ici avec le poids, vous voyez qu'en fait, ce qu'il faut comparer, ce qui va varier entre les deux, c'est la densité. Ici, on compare la densité de l'huile par rapport à la densité de l'air. Or, la densité de l'huile, c'est de l'ordre de quasiment la densité de l'eau, c'est un peu plus faible. Donc, c'est quasiment de 1000 kg, 1 tonne par mètre cube, alors que la densité de l'air, c'est 1 kg par mètre cube, un petit peu plus, 1,3 kg par mètre cube. Vous voyez qu'on a un facteur 1000 entre les deux. Autrement dit, on va pouvoir ici négliger la poussée d'Archimède si on ne cherche pas une précision qui est meilleure que le 1 pour 1000. Si vous cherchez une précision de 1 pour 1000, eh bien à ce moment-là, il va falloir introduire cette poussée d'Archimède. OK, nous, on va la négliger. On a ensuite des forces de frottement. Donc, on l'a dit, on va prendre un modèle de force de frottement qui est de moins 6 pi nu. Nu, c'est une constante. R fois V, la vitesse. Et puis, on va avoir la force électrostatique qui agit, qui est F égale QE. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique et on va étudier le mouvement. OK. Donc, il est 11 heures. On a encore un petit quart d'heure. Donc, on va voir comment on écrit ce principe fondamental de la dynamique. OK. Alors, ici, donc, on a des gouttes d'eau qui tombent
verticalement, si je reviens ici sur le graphe, hein, ici on a donc ces gouttes d'eau qui tombent verticalement. Donc en fait, le seul mouvement qu'on va considérer, ça va être un mouvement de chute verticale. D'accord? On va supposer qu'il n'y a pas de turbulence ici à l'intérieur de l'air qui font qu'on pourra avoir des mouvements qui viendraient se faire selon les directions X ou Y ici. Donc on va prendre un axe Z dirigé verticalement vers le bas, puisqu'on va avoir un mouvement de bas en haut, de haut en bas, pardon. Donc on va orienter notre axe vers le bas. Ça va simplifier l'écriture. Et on va déterminer donc l'équation vérifiée par la vitesse de la gouttelette. On va voir quel type d'équation on obtient et quel type de solution on va s'attendre avec ce type d'équation. Et on regardera ensuite qu'est-ce qui se passe quand le temps tend vers l'infini, c'est-à-dire au bout d'un temps suffisamment grand, comment évolue la vitesse. Ok, donc autrement dit, hein, c'est ce que je vous disais, on va poser le principe fondamental de la dynamique. On connaît les forces qui vont s'appliquer. Et donc, en projetant ce principe fondamental de la dynamique sur un axe, sur un système de coordonnées, eh bien, on va pouvoir étudier le mouvement et notamment ici regarder comment évolue la vitesse de ces gouttes. Ok, alors on fait ça. Donc on prend un référentiel, donc toujours la première chose, hein, c'est par rapport à quoi on se repère. Donc on va prendre un référentiel galiléen lié au laboratoire, en fait aux plaques du condensateur, qu'on va supposer immobile. Et on va utiliser un axe, utilisé avec un Z, ouais, c'est pas mal, utiliser un axe vertical descendant, au Z. Et puis, on va écrire simplement le principe fondamental de la dynamique pour un système de masse constante. Donc, on suppose ici qu'effectivement, on va étudier donc gouttelette par gouttelette. Chaque gouttelette, indépendamment, ne change pas de taille, donc ne change pas de masse, hein, qu'elles ne s'évaporent pas, ces gouttelettes, et que leur densité de masse, donc la masse volumique, est constante. Ok, donc si c'est le cas, on va pouvoir écrire que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération, et cette masse, c'est la masse de la gouttelette d'huile qui a un rayon R, donc c'est le volume 4 tiers de pi r cube multiplié par la masse volumique ρ. Ok, donc on a écrit les forces précédemment, donc on peut les réécrire simplement comme la somme des forces. On va avoir le poids, on va avoir la force de frottement, et puis on va avoir la force électrostatique due au champ électrostatique. Donc on peut les réécrire. La masse, c'est 4 tiers de pi r cube, fois ρ, la densité volumique de masse, la masse volumique, fois G, l'attraction gravitationnelle. On écrit la force de frottement comme étant moins 6 pi nu R fois V. Et puis on écrit la force électrostatique. Si on applique un champ E, eh bien on a une force électrostatique qui est égale à QE. Ok. Alors ensuite, donc on choisit un système de coordonnées, hein, ici un système de coordonnées cartésien, tout se passe selon un axe, donc on va prendre un seul axe, un axe Z, orienté verticalement, et donc on va pouvoir écrire, eh bien, alors la position, c'est évident, hein, la position c'est juste Z, UZ, hein, si j'écris OM, je vais juste l'écrire comme étant Z, UZ. La vitesse, ça va être une vitesse V UZ, alors avec V qui va être Z point. Et puis l'accélération, ça va être simplement V point UZ. Hein, on a un système qui donne des quantités de vitesse et d'accélération très simples à exprimer dans ce système de coordonnées cartésien.
OK, alors maintenant qu'on a la position, la vitesse et l'accélération, on va pouvoir, eh bien, exprimer les forces dans ce même système de coordonnées, la somme des forces. Donc on va projeter, en fait, ces forces selon l'axe Z. OK, donc on va avoir, ben, ici, le champ gravitationnel, il est vertical, hein, les gouttes sont attirées vers le centre de la Terre. Donc on va avoir ici, eh bien, simplement, comme on a un axe vertical orienté vers le bas, pour le poids, 4/3 de pi r cube fois ρ fois g. On va avoir ensuite, donc la vitesse va être aussi verticale, hein, quand les billes chutent, enfin les gouttelettes chutent, on va avoir une chute verticale qui va introduire une force de frottement qui est, elle, dirigée vers le haut, hein, elle s'oppose au mouvement. C'est 6 pi nu r fois z point, hein, puisque la vitesse v verticale, c'est simplement z point. Et puis, on va avoir ici une force électrostatique, QE. Alors, on ne fait pas de supposition ici sur le signe de Q, hein. Simplement, E est dirigé vers le bas. Donc, on a ici un plus QE avec un E positif vers le bas. OK. Alors ensuite, ben, on va pouvoir réécrire la projection finalement de ce principe fondamental de la dynamique selon l'axe Z. Donc on écrit simplement la projection des forces d'un côté, la projection de l'accélération de l'autre. Donc l'accélération, hein, je vous rappelle, c'est V point. Donc on va pouvoir écrire sa projection comme étant 4/3 de pi r cube ρ V point, la projection de MA, hein. 4/3 de pi r cube fois la projection de A. La projection de A, c'est simplement V point. Donc on a ici 4/3 de pi r cube ρ V point. Et puis de l'autre côté, ben, on réécrit la projection ici selon l'axe Z de toutes ces forces. Donc on a 4/3 de pi r cube ρ G moins 6 pi nu r V plus QE. Alors on peut un petit peu réarranger cette équation en regroupant les termes, en isolant notamment la dérivée de la vitesse ici, donc l'accélération, V point. Et puis ensuite, donc, on va avoir un terme en vitesse. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on divise par 4/3 de pi r cube ρ. Donc ici, on va diviser, ça va donner G. Ici, on va diviser, ben, il va venir un 3 au-dessus, donc ça va faire 3 fois 6, 18. Les pi vont se simplifier. Ah ben, on les a gardés là pour l'instant. Mais ici, donc, on a 18 à cause du 3 qui est en dessous. Et puis, on va ici garder donc pi nu r, ce terme-là. Et on divise par 4/3, par 4 pi r cube ρ. Donc ça, c'est pour le terme en vitesse, qui est dû à la force de frottement, je vous rappelle, qu'on a passé de l'autre côté de l'équation, hein. Et puis ici, on va avoir un moins g, donc, puisque ici, on va simplifier par 4/3 de pi r cube ρ. Et puis, on va diviser Q par 4/3 de pi r cube ρ. Donc, ça va nous faire 3QE sur 4 pi r cube ρ. Voilà. Donc, finalement, vous voyez qu'ici, on a une équation qui est de la forme V point. Alors, je vais le renoter peut-être sous cette forme-là. V point plus un certain facteur V plus un certain facteur que je vais noter B. Donc, on a V point plus AV plus B qui est égal à 0. OK, alors qu'est-ce qu'on a comme type d'équation en V? Ben, vous voyez qu'on a une équation différentielle du premier ordre en V avec des coefficients constants, hein. Vous pouvez voir que tout ce que j'ai noté ici sous la forme de A, hein, A c'est égal à 9 nu sur 2 r carré ρ, c'est constant. Et puis B,
c'est égal à moins G plus 3QE sur 4pi R cube ρ, ben là-dedans, tout est constant aussi. La charge de la goutte est constante, le champ électrique est constant, le rayon de la goutte est constant, la masse volumique aussi, G, le champ de gravitation est constant. Ici, on n'a aussi que des constants. D'accord? Donc finalement, on a ici simplement eh bien, cette équation du premier ordre à coefficient constant. Alors, il y a une méthode assez simple pour résoudre cette équation. Ici, c'est simplement de poser que V, grand V, va être égal à, simplement, on fait un changement de variable ici. On va poser grand V qui est égal à A petit v plus B. Ok, ça veut dire que V point, grand V point, ça va être égal à V point, ou autrement dit que V point, c'est grand V point sur A. Donc on va pouvoir réécrire cette équation-là sous la forme eh bien, V point plus AV égale à 0. Et du coup, ça va être très simple de résoudre cette équation-là. Ici, on va avoir donc un dV sur dt égal à moins AV. Donc, on va pouvoir écrire que dV sur V, c'est égal à moins AT. Et on va pouvoir intégrer directement cette équation. Ok, je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui. S'il y a une question ou deux, je veux bien prendre. Ou sinon, on arrête là pour aujourd'hui. Une question? Pas de question? Ah, j'ai des messages. Alors, il faut que je retourne dans la fenêtre qui est là. Hop. Non, pas de question, pas de question. Bon, très bien. Écoutez, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous mettrai les documents à disposition comme je l'ai fait pour les précédents. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé les documents, mais en tout cas, je vais continuer à les poster sur le site EPREL. Ça marche? Merci, bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Semaine Au revoir. prochaine, du coup.